Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous accueillir sur ce plateau de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Aujourd'hui, pour parler des enjeux climatiques et environnementaux qui suscitent chez les jeunes, il faut bien le dire, de nombreuses inquiétudes. Alors, est-ce que ce sentiment d'impuissance les pousse à agir ou à l'inverse, à rester inactifs? Se sentent-ils concernés, tout d'abord? On va le voir avec nos jeunes sur ce plateau que je vais vous présenter dans quelques instants, mais aussi parler d'une recherche, une enquête qui a été menée à la demande du fonds Houtman et de l'ONE, abordant l'éco-anxiété chez les enfants et les jeunes, menée par une équipe de chercheurs de l'ULB. Et chapeauté par notre invité Bénédicte Mouton. On va y revenir dans quelques secondes. Je vous présente Sacha Ledure. Bonjour Sacha. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Un citoyen, un jeune, un étudiant, un citoyen engagé. Vous avez 20 ans Sacha et vous faites partie comme Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Marie de Buc-en-Guyenne. Vous faites partie, vous avez 26 ans, vous êtes jeune et engagé et on va le voir avec vous. Vous avez participé à l'Assemblée climatique citoyenne de Bruxelles. Et puis Bénédicte Mouton. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes psychologue et chercheuse à l'ULB et je le disais en entrée de jeu, vous avez réalisé une étude, un projet mené pour le fonds Houtman avec votre équipe de l'ULB. Vous êtes aussi enseignante. Vous avez lancé en mars 2024 et puis achevé là maintenant en février 25. Les résultats viennent de sortir. Une grande enquête qui rassemble plusieurs jeunes d'écoles différentes à Bruxelles et en Wallonie. Expliquez-nous pourquoi le fonds Houtman a décidé de lancer cette recherche. Et puis les grandes lignes, le modus operandi et les grandes lignes des résultats. Le point de départ de cette étude, c'est effectivement l'expression par le fonds Houtman d'une préoccupation au sujet des émotions, des ressentis des enfants et des adolescents en Belgique au sujet du changement climatique et de la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'études qui sont sorties depuis quelques années qui montrent que la préoccupation, elle est quand même de plus en plus partagée. Il y a notamment une étude qui a été vraiment la base, qui a été faite aux États-Unis et dans différents pays qui montrait que 60% des jeunes entre 18 et 25 ans exprimaient un niveau d'inquiétude vraiment très intense. Mais on n'avait pas encore d'études ni en Belgique, ni chez les enfants et les adolescents. On commençait à avoir des études chez les adultes, mais voilà, un certain nombre d'études qui étaient basées sur des données récoltées avant le Covid, avant le confinement. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on est encore dans cette dynamique-là? Il y a quand même eu une pandémie. Et puis, entre les grèves scolaires menées dans la lignée avec Greta Thunberg dans les années 2000... Qui ont été vraiment coupées justement par le Covid, en quelque sorte. Et donc, la question, c'était est-ce qu'on est encore dans cette dynamique-là? Ça, c'est le point de départ. Et donc, on avait pour mission d'investiguer, d'explorer les ressentis, les émotions chez les enfants entre 6 ans et 18 ans. Ce qui est énorme comme tranche d'âge. Oui. Et on ne pouvait pas utiliser les mêmes outils pour tous ces différents âges. Donc, chez les plus grands, on peut utiliser des questionnaires. C'est ce qu'on a fait entre 10 et 18 ans, donc des élèves de 5e, 6e primaire, toutes les années de secondaire. Et puis chez les plus jeunes, on a mis en place des ateliers de jeu au Musée des sciences naturelles pour observer, en fait, les mettre en situation et observer ce qu'ils exprimaient comme émotion au sujet du changement climatique, de la biodiversité. Et puis on a aussi fait des entretiens avec des enseignants, des psychologues scolaires. Et on a aussi, et ça c'était une très belle découverte pour moi, en tout cas en tant que chercheuse, créé des groupes de jeunes experts. C'est une étude participative. Donc on est allé dans les écoles, en 3 écoles, à Tournai, à Bruxelles. Et on a vraiment invité des jeunes de 14 à 18 ans. À s'exprimer, à débattre entre eux. Et à faire un peu, à être des apprentis chercheurs. Donc non seulement ils nous disaient ce qu'ils ressentaient, mais aussi... À réfléchir. Oui, et nous aider à concevoir les questionnaires, à les tester, à distribuer dans les écoles, à préparer les ateliers de jeu. Et ça, c'était vraiment fantastique. Ah oui, ils ont été à la base presque de la recherche. Ils ont contribué vraiment les mains dedans. Il s'agit de combien d'enfants environ ont été... Ces jeunes experts? Oui. Et en tout, toute la recherche, plus de 1000 enfants, c'est ça? Oui, ceux qui ont répondu au questionnaire, 1300. 1300. Et puis on a 140 parents aussi qui ont répondu à des questionnaires. Et voilà, donc l'intérêt de l'étude, c'est d'avoir pu lier, interroger les parents, les enseignants, les psys et les enfants.
Et la vision des uns et des autres est totalement différente. Est-ce que les parents se rendaient compte de l'anxiété? Alors, j'ai vu dans la recherche aussi, vous préférez parler de éco-émotion. On va y revenir. Est-ce que les parents se doutaient de cette émotion, les émotions que ça suscitait chez leurs jeunes? Eh bien, ça, c'était aussi une surprise. Les parents disent qu'eux sont inquiets pour leurs enfants. Donc là, on a des taux qui sont à peu près similaires aux taux qu'on a chez les adultes. C'est-à-dire, nous, c'est à peu près 12%, je crois 14% des parents qui disent « oui, je suis inquiet ». Pour moi, en tant que parent. Mais quand on leur demandait vous pensez que votre enfant est inquiet ou inquiet dans le sens, et c'est important de le définir, hein, jusqu'à avoir un impact négatif dans sa vie quotidienne, sur son sommeil, sa concentration, en classe, sa vie sociale. C'est pas juste je peur pour demain, mais je vais aller jouer dehors. Donc voilà, c'est vraiment quand sa santé mentale qui est en péril. Exactement. Et là, les parents disaient, estimaient à peu près 2,5% des enfants qui auraient donc un niveau d'éco-anxiété intense, donc, qui ont fréquemment ces symptômes-là, alors que nos 1300 enfants, eux, ont rapporté que c'était à peu près 10% d'entre eux qui avaient ces symptômes-là. Beaucoup plus que beaucoup plus. Donc on a un décalage entre la perception par les adultes et dans les entretiens avec les enseignants, les psychologues scolaires, ils nous disaient aussi, oui, on sent qu'il y a un mal-être très fort, notamment chez les plus grands, chez les ados, mais on ne le lie pas forcément à la question climatique. Et donc là, c'était intéressant de pouvoir croiser comme ça les perspectives. Vous disiez aussi, évidemment, tout est mêlé aujourd'hui, et on va le voir avec nos deux jeunes dans quelques instants. Ces émotions-là, elles sont protéiformes, parce qu'on a peur pour l'environnement. Évidemment, tout est lié pour les conflits mondiaux, pour les famines et autres, et puis la santé, le One Health, comme on en a beaucoup parlé. Ces émotions-là, elles sont pour la plupart négatives, mais elles peuvent être positives aussi? Oui, alors peut-être pour... redéfinir éco-anxiété et éco-émotion. Oui, et donc l'éco-anxiété, en fait, pour moi, c'est un terme qui est trop juste, trop réducteur. Pourquoi? Parce que pour trois raisons. D'une part, c'est un terme qui est centré sur la peur. Ouais. Or, il y a d'autres émotions, comme vous disiez. Il y a la colère, il y a l'impuissance, il y a la tristesse. Mais il y a aussi l'espoir, l'optimisme, le sentiment aussi de pouvoir changer les choses. Donc c'est beaucoup plus protéiforme, comme vous le disiez. L'autre chose aussi, c'est que dans le terme éco-anxiété, ça pourrait presque induire qu'il s'agit d'une pathologie. Or, ça n'est pas une pathologie, c'est une réaction adaptée. Une réaction normale à une situation réellement inquiétante, en fait. Hein. Et là, le troisième élément qui fait que ce terme me paraît trop réducteur, c'est que ce serait une anxiété dont il faudrait se débarrasser. Or, comme vous dites, elle peut être un moteur, une motivation à agir et à vouloir changer les choses. Changer les choses, on va le voir avec Sacha et Marie, mais avant ça, Pauline Tosquin, elle a 26 ans et elle va nous contextualiser la chose. On va voir ce qu'elle a décidé, elle et son compagnon, de faire pour agir et être moins anxieuse. On se retrouve juste après sur ce plateau. Je pense qu'en vieillissant, je deviens de plus en plus éco-anxieuse, mais que d'un autre côté, je prends de plus en plus d'actions pour essayer d'avoir l'impression de faire quelque chose. La première grosse action que j'ai faite, c'est devenir végétarienne. Donc c'est au niveau de mon alimentation, faire attention. Arrêter la viande, c'est l'action la plus grande et celle qui a le plus d'impact à la fois personnel, mais aussi autour de moi. Donc dans la vie de tous les jours, quand je dis que je suis végétarienne, les gens me demandent pourquoi. Et donc au-delà de vraiment l'impact carbone de la viande que je ne mange plus, il y a aussi tout l'impact plus psychologique ou informationnel. Les gens autour de moi me demandent pourquoi, je leur explique. Au niveau des transports, on a une voiture mais on l'utilise très peu. On habite à Bruxelles, donc évidemment c'est facile. Je ne demanderai jamais à quelqu'un qui habite dans un trou perdu de ne pas utiliser sa voiture. Utiliser le vélo, on ne prend plus l'avion. J'ai vraiment profité, j'ai voyagé partout en Europe. Je suis partie au Canada, je suis partie en Australie, donc je suis partie en Amérique du Sud. Et donc je pense que j'ai un peu fait le tour, pas tout le tour des choses que je voulais voir, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai un peu utilisé mon budget carbone, si je peux appeler ça comme ça. Et donc oui, c'est compliqué parce que ce soit ma famille, on organise un voyage à Cuba et moi, je refuse d'y aller. Mes amis, ils savent très bien que oui, moi, je ne vais pas prendre un vol pour aller une semaine en Corse et donc il faut qu'on trouve un moyen d'y avoir accès en train. Oui, je pense que ça me bloque d'une certaine manière, mais d'une autre manière, ça me fait voir le voyage autrement. Donc on profite des voyages en train, où on voit le paysage, où on prend le temps, où on n'arrive pas fatigué, pas stressé.
Voilà, Pauline Tosquin qui nous explique ce qu'elle a décidé de mettre en place avec son copain pour agir. Marie et Sacha, ça vous parle, ça avant de parler de votre engagement politique avec l'Assemblée citoyenne pour le climat à Bruxelles, est-ce que de votre côté, vos actions sont un peu celles que Pauline a mis en place? En général, j'habite en Bruxelles aussi, donc je ne prends pas beaucoup de voitures. Pas souvent, je n'ai pas de permis de conduire non plus. Et donc, j'essaie, je prends des mesures en place, je mets des mesures en place. Je ne consomme pas beaucoup de viande non plus. Il y avait un moment que j'étais végétarien, vegan même. En fait, j'aime plus nourriture vegan aussi. Et vous pouviez vous décrire anxieuse, éco-anxieuse, éco-émotive, et avant de participer à cette assemblée? Oui. J'étais grande part de ma vie dans un milieu très conscient. Et oui, c'est un truc, c'est un peu difficile parce que parfois tu oublies. Il y a la vie quotidienne qui vient, mais parfois il y a aussi dans toute une anxiété, c'était quoi encore le mot? Impuissance. Impuissance, Impuissance, désolée. Impuissance de tout. Et oui, de colère aussi, beaucoup de colère. Vous aviez fait, vous et Sacha, par exemple, les manifestations avant le Covid J'en ai fait une, oui. Donc Sacha, vous étiez aussi... vous aviez envisagé, vous pouviez vous définir comme éco-anxieux? Non, j'étais pas éco-anxieux, je ne le suis toujours pas. Je fais un peu attention, mais je suis vraiment pas au niveau de Pauline, je pense. Oui. Mais du coup, j'essaie quand même de faire un peu attention, mais si je viens de manger de la viande, je mangerai de la viande. Du coup, je ne suis pas du tout à ce niveau-là, je ne suis pas stressé par le climat. Et par contre, ça me donne des fois envie d'agir pour le climat. Alors, on va replacer donc l'Assemblée citoyenne pour le climat. C'est quoi exactement? Vous avez été tous les deux tirés au sort. On vous a contacté pour faire partie de cette Assemblée citoyenne et débattre sur les actions qui pouvaient être menées à Bruxelles. Et vous avez d'emblée accepté, Marie. Vous vous êtes dit, bah voilà une bonne occasion. Bah, on me demande mon avis, on me demande d'agir, de proposer des choses, j'y vais. Oui, super. J'aime bien de m'engager dans des projets comme ça, des initiatives comme ça. Et déjà, l'idée l'initiative d'avoir une assemblée citoyenne, je trouve super. Et c'était une belle expérience, je voulais vraiment participer. Ça demandait du temps? Vous vous êtes réunis combien de fois, par exemple? C'était 5 fois en total, je pense. Moi, je ne pouvais pas être là de première fois. Mais j'ai lu tout ce qui se passait avant et j'ai participé. Oui. C'est quoi les questions? Non, c'était simplement vous demander si ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'implications. Et est-ce que ça vous a fait réfléchir aussi dans votre quotidien pour la suite? Parce que je pense que l'étude, l'Assemblée est terminée, c'est chaque année renouvelé. Est-ce que dans votre quotidien et pour vos actions, vous êtes plus sensibilisé et plus optimiste si des choses se mettent en place? Pour optimiste, je ne sais pas trop. Non. Ça vous a plutôt rendu plus pessimiste, visiblement. Non, mais ça m'a aidé de savoir plus et savoir quelle initiative qui existe. Parce que parfois, je trouve aussi qu'il n'y a pas suffisamment de promotion sur l'initiative qui existe déjà. Oui. On n'est pas au courant, on n'est pas assez informé. Non, pas du tout. Et pour moi, c'était juste super chouette pour rencontrer des gens de d'autres parties de vie, de parler avec eux. C'était vraiment multiculturel et transgénérationnel. Et aussi toutes des autres professions. Donc c'était vraiment chouette d'avoir cette opportunité de parler ensemble et de discuter, de donner notre avis. Même sentiment, Sacha? Vraiment même sentiment. C'était vraiment intergénérationnel, interculturel et vraiment appris des autres. Même quand on n'est pas d'accord, on peut toujours trouver des points communs, des points d'accord. On peut aussi ne pas être d'accord, mais dans le respect et dans la bienveillance aussi, quoi. Bon, là, on est d'accord que vos propositions, c'est pas pour changer le climat mondial, ni pour changer les choses à l'autre bout de la planète. Mais par contre, dans votre quotidien, dans votre ville, il y a des initiatives proposées. Dites-nous quelques exemples, par exemple, de ce que vous avez proposé. Par exemple, une perceuse est utilisée en moyenne 8 minutes, ce qui est ridicule. En quoi vous dites? J'ai pas compris. Une perceuse est en moyenne utilisée 8 minutes sur toute sa vie. Alors, du coup, il y a moyen de les louer, par exemple, à Tournevis. Du coup, ça évite d'acheter une perceuse qui a été fabriquée en Chine, qui a fait des déplacements jusqu'en Europe et qui pollue énormément, quoi. Tout ça, vous l'avez appris là-bas. En plus, du coup, c'est plus économique parce qu'il ne faut pas en acheter une, il faut y louer quelques jours. Donc, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que
on vous a écouté, on vous a donné la parole et que l'action derrière des politiques et puis des organismes sera mise en place? Ça, on ne sait pas encore savoir, il faut attendre. Déjà, on n'a pas de gouvernement à Bruxelles, donc ça commence déjà bien. Mais du coup, il faudra attendre 1 an, voire 2 ans pour voir des actions concrètes de ce qu'on a essayé de faire. Est-ce que là-bas, ensuite, avec Marie, que vous avez rencontré par exemple là-bas, et d'autres, vous continuez à vous voir dans le privé? Est-ce que, avec vos proches, vous communiquez ce que vous y avez appris? J'en ai pas mal parlé, et oui, on s'est quand même revu 1 ou 2 fois, et on compte se revoir aussi bientôt. Vous faites un petit peu comment vais-je dire, de campagne informative autour de vous depuis? Oui, mais à une échelle vraiment très personnelle et avec mes amis, avec ma famille, quoi. Est-ce que vous êtes optimiste comme les maris ou pessimiste ou... Je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on va trouver une solution. Il faudra bien trouver une solution. Donc, c'est ce que j'en pense. Bénédicte, à part les échos anxieux, les 10% d'échos très anxieux qui ont une santé mentale, et c'est tout à fait normal, évidemment, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est une réaction face aux problèmes autour de nous qui est normale. Est-ce que, par contre, comme Sacha et Marie, les autres sont plutôt optimistes et se disent que les choses peuvent changer, grâce à eux, notamment? Oui, on a donc mesuré les différentes émotions, mais aussi on voulait comprendre quelle stratégie d'adaptation ils mettaient en place. Et donc là, on a mesuré 4 types de stratégies d'adaptation qui avaient déjà été identifiées dans d'autres recherches. Et donc, il y a une stratégie d'adaptation qui est basée sur l'émotion, c'est-à-dire de réduire des émotions négatives, mettre à distance. Et ça, c'est surtout les plus jeunes qui font. Et c'est pas du déni, c'est pas dire non, ça n'existe pas, c'est juste dire, en fait, je veux pas y penser. Oui. Deuxième stratégie, c'est agir. Stratégie basée sur l'action. Et c'est comme les jeunes et comme Pauline. Ce que vous illustrez ici. Et ce qui permet aussi de retrouver un sentiment de contrôle et d'agentivité. C'est-à-dire que cette croyance qu'on a qu'on peut agir et nos actions vont être efficaces. Évidemment, je fais une petite parenthèse, quand on a 20 et 26 comme Sacha et Marie ou Pauline, c'est plus facile d'agir que quand on a 8, 9, 10 ans et qu'on est à la maison avec papa et maman. Pour autant, ils peuvent influencer aussi ou donner des petits repères à leurs parents également. Exactement. Par exemple, le fait d'être végétarien, ce n'est pas une décision de l'enfant. En général, il ou elle amener ça dans la discussion, mais c'est les parents qui font les courses, c'est les parents qui cuisinent. De même dans les déplacements, de même dans les loisirs ou les voyages. C'est quand même, ils dépendent des décisions parentales. Et donc, dans les stratégies d'adaptation, on avait donc réduire l'émotion négative, agir, et puis donc cette question de aussi rester centré sur une perception optimiste, sur l'espoir, sur l'optimisme. Ça, c'était la 3e stratégie. Et on a ajouté donc une mesure d'agentivité. Est-ce qu'on se sent acteur? Est-ce qu'on a l'impression qu'on peut agir et que ça va être efficace? Et là, on voit qu'il y a une différence d'âge, que plus on grandit, les 16-18 ans, ils vont surtout utiliser l'agentivité comme stratégie pour s'adapter. Les plus jeunes, ça va être je mets à distance émotionnellement. Et puis, on voit aussi des différences filles-garçons. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais les filles expriment davantage d'inquiétude pour elles-mêmes, pour leurs proches, mais aussi pour les futures générations, pour les animaux, les plantes, les populations dans d'autres pays. Et donc aussi dans les stratégies d'adaptation, on a plus de stratégies d'adaptation sur l'agentivité chez les filles aussi que chez les garçons. J'imagine que tous ces sentiments et toutes ces sources d'anxiété sont protéiformes. On l'a dit... Politiquement, Trump vient d'être élu, juste après votre... Mais quand on voit les grands de ce monde qui balaient du revers de la main toute une série de mesures qui avaient été prises avant eux pour défendre cette planète et l'environnement, ça ne donne pas plus d'optimisme. Au contraire, Sacha et Marie, est-ce que vous avez un petit peu plus peur qu'avant, maintenant que vous êtes sensibilisés ? Pas plus peur, mais je suis plus conscient de ce qui se passe. Et parce que je sais qu'à mon échelle personnelle, je ne peux rien changer. Donc je suis conscient, mais en même temps... rien changer globalement. Oui, au réchauffement global, je veux dire, mais je vais quand même faire des petites actions. Mais voilà. Et Marie, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça vous semble de plus en plus compliqué pour l'avenir? Pas plus compliqué qu'avant. Je suis contente qu'on a fait un truc, mais déjà avant, je trouvais qu'on n'a pas vraiment d'option sauf agir. Même si je suis aussi un peu fatiguée d'avoir cette idée qu'on met toute responsabilité, on jette dans le consommateur.
Et j'ai un peu mal, je suis un peu fatiguée de ça. Oui, je comprends. Ah oui. En même temps, il n'y a pas d'autre option de faire ça. Et aussi, si ça change chez nous, l'idée comment on va consommer, finalement, on doit aussi... Mais en fait, je trouve aussi que nous, on a le plus petit impact. Mais il n'y a pas d'autre option non plus, donc on doit le faire et oui. Par exemple, l'envie d'avoir des enfants, parce que Bénédicte parlait des parents qui avaient peur pour l'avenir de leurs enfants. Cette question se pose aussi à vous. On entend certains jeunes qui disent bah non, moi je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas les mettre dans ce monde-là. Quel est votre sentiment à vous? Mais on a un peu parlé de ça avant. Oui, au maquillage. Ça joue dedans, mais en même temps, il y a plus des autres luttes qui jouent dedans aussi. Parce que moi, je suis fort féministe. Et pour moi, ça joue vraiment que... Comment dire ça en français? Moi, j'ai l'impression que le choix de ne pas avoir un enfant, c'est plutôt... Je ne sais pas si c'est un choix parce que j'ai aussi cette idée des images, d'avoir un enfant, un petit moi, c'est chouette. J'ai grandi avec cette image d'amour et tout ça. Mais en même temps, je trouve... J'en ai marre que ça doit être mon seule ambition, l'amour, et être mère. Et donc j'ai l'impression que c'est le acte ultime de rébellion comme femme que je peux faire, de ne pas avoir d'enfant. Mais en même temps, ça contradicte avec la vie que j'ai vécue. Et j'étais en relation de 7 ans et je sentais les hormones et je pensais, je veux un enfant ou pas. Mais en même temps, ça contradicte avec mon cerveau. Voilà, donc il y a plusieurs anxiétés, comme on le disait avec Bénédicte, mais l'éco-anxiété ne joue pas alors... parce que certains disent, plus on fait d'enfants, qu'on sensibilise, plus il y aura des ressources pour améliorer les choses dans l'avenir. Et en même temps, d'autres disent, c'est une source de CO2, de mettre un enfant au monde, ça coûte à la planète. Oui, oui. Mais ça joue aussi dedans, parce que je trouve... Moi, je suis déjà... Dans la manière qu'on a... Désolée, j'ai vraiment mal enfance. Non, pas de problème. On la comprend bien, Sacha, oui, Bénédicte. Ne vous inquiétez pas, nos téléspectateurs aussi, je suis certaine. Oui, mais tous les mots. Ah, donc, ça joue dedans, parce que je vois aussi avec mon partenaire, il ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'avec le climate change. Mais ça joue aussi dans la manière que le consommateur, mais moi aussi comme femme, je pense... Je ne veux pas jouer dans cette idée de capitalisme, que ça convient d'avoir d'enfants consommateurs, nouveaux travailleurs qui sortent. Et en fait, ça joue aussi dans la violence contre femmes, parce que ça convient d'avoir d'enfants qui sortent. Donc il y a tous les deux qui est super lien. Bénédicte, est-ce que dans les recherches, comme Marie le dit, est-ce que les jeunes vous ont dit également que le climat était une des angoisses? Clairement, on a vu l'évolution, vous disiez, on a démarré en mars l'an dernier, et puis les jeunes experts, je les ai revus encore au mois de février, il y a quelques semaines, et on sentait bien l'évolution. Ils me disaient maintenant, en fait, je ne suis pas éco-anxieux, un peu comme ce que tu disais, toi, Sacha. Ma première inquiétude, c'est plutôt les guerres, maintenant. Mais je sens que, quand même, dans ma tête, il reste des inquiétudes par rapport au monde dans lequel je vais continuer à évoluer. Et la question climatique et environnementale, elle est là, elle est présente. Mais c'est un peu un fond, maintenant, dans lequel viennent s'ajouter d'autres menaces. Et donc, il y a vraiment, en fait, on est dans un contexte de polycrise. Sacha, même avis? Oui, même avis. En fait, le climat, c'est un problème, mais il y a un problème socio-économique, problème de guerre, encore d'autres problèmes actuels. Et donc, du coup, se focaliser sur un seul problème, c'est un peu réducteur. Donc, il y a tous ces enjeux qu'on essaye de mêler ensemble, quoi. Mais promis, on ne vous laissera pas tout seul non plus, les jeunes, parce qu'on met beaucoup sur vos épaules aussi. Allez, vous allez nous arranger tout ça. On espère. Bon, voilà. On vous aidera. Bénédicte, maintenant que vous avez ces résultats, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour agir? Notamment, je ne sais pas, dans les écoles, est-ce que les écoles ont pris des mesures pour agir, pour créer des potagers, je ne sais pas, pour sensibiliser et permettre aux enfants d'agir et de réduire cette anxiété? C'est vrai que les écoles dans lesquelles on est allé pour distribuer les questionnaires ou pour mettre en place ces groupes d'experts, de jeunes experts, elles étaient déjà fort mobilisées. Il y a déjà énormément d'initiatives en fait, qui sont mises en place, comme tu disais, mais sur lesquelles on n'a pas forcément de visibilité. Donc nous, parmi les pistes
de réflexion qu'on a ouverte, destinée à l'ONE et au Fonds Houtman, c'est de dire, d'abord, peut-être vraiment écouter les jeunes. Parce que si on s'était basé uniquement sur les entretiens avec les adultes et les questionnaires des parents, on serait passé à côté d'une réalité. Donc vraiment les écouter, et ça veut dire trouver les bons supports pour les faire s'exprimer. Pas uniquement des questionnaires, pas uniquement leur demander est-ce que tu es éco-anxieux, mais trouver, utiliser leur mode d'expression à travers les réseaux sociaux, à travers les enfants, c'était au musée, etc. Donc, participer à leur monde, en fait, se mettre vraiment à leur niveau et à leur monde. C'est ça. Et puis, en tant que société aussi, c'est accepter que les enfants sont anxieux et c'est pas grave. Oui. Je ne parle pas des 10% qu'il faut accompagner, mais qu'un enfant ou un ado dise en fait, moi ça m'inquiète, c'est plutôt un signe d'adaptation. Ça veut dire qu'il est connecté, il ou elle est connecté au monde dans lequel il grandit. C'est plutôt en fait une ressource. Et donc de changer aussi le discours qu'on a sur l'éco-anxiété comme un mal dans notre société. En fait, non, c'est une adaptation et c'est pas si grave. Et peut-être qu'en tant que parent, ça demande aussi de sortir de nos croyances que l'enfance, c'est un moment d'insouciance, d'innocence, et il faut les préserver. Je pense qu'on en parlait aussi, hein, les enfants, ils ont déjà accès aux informations, ils savent déjà. Ah, c'est clair que notre génération à nous, on n'a rien plus protégé, ou on n'était pas au courant de tout ça. Donc leur permettre de s'exprimer sur ça, sans se dire « oh là là, c'est la catastrophe, mon enfant est anxieux ». Deuxième piste, c'est de dire déjà identifier au niveau local, dans son petit univers, qui fait quoi. Dans mon école, dans mon quartier, dans mon groupe de... On l'a bien vu, Sacha n'achètera pas de nouvelle perceuse. Voilà. Il ira l'emprunter au voisin. De repérer qui fait quoi. Et troisième piste aussi, alors de pouvoir se lancer soit dans des petites initiatives vraiment très dans son territoire. De retrouver aussi un sens d'identité, de j'appartiens à un lieu et ce lieu, je veux le préserver. Voilà, si chacun fait ça, évidemment, ça va faire des bulles magiques. Il faut échanger aussi. Il faut échanger aussi. Parce qu'on risque d'avoir alors des expériences très, très clivées, très polarisées, ce qu'il faut absolument éviter parce qu'on vit dans une société qui polarise très fort. Donc s'assurer qu'il y a des croisements d'expériences. Comme Marie disait, là, notamment l'Assemblée citoyenne a permis de voir différentes générations, différents milieux. Bon, il y a peut-être moyen aussi que la perceuse peut s'échanger, peut-être les enfants aussi, Marie. On pourrait peut-être faire un partage d'enfants entre couples. si Sacha en veut un, par exemple. Sacha veut des enfants? Je pense. Oui. Pas tout de suite, hein, mais... Pas tout de suite, non, bien sûr. Mais Sacha est optimiste et il en veut. Et puis, je crois que c'est dans votre étude que j'ai vu, Bénédicte, cette phrase magnifique de Nelson Mandela, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. C'est beau, hein. On terminera là-dessus. Un petit mot de fin, vous vouliez dire, pour terminer? Je vous encourage à faire la prochaine Assemblée citoyenne si vous êtes tiré au sort, parce que c'est vraiment une expérience géniale, quoi. Génial. Donc, foncez-y. Voilà. Vous aussi, Marie, hein, j'imagine que vous voulez dire aux jeunes, allez-y, n'ayez pas peur, ça en vaut. Il n'y a pas d'autre option. Voilà, il n'y a pas d'autre option en plus. Merci beaucoup. Je voulais aussi vite, rapidement renvoyer vers vos podcasts. Bénédicte, Éco et moi. L'adresse s'affiche en bas de cet écran. Ben voilà, vous pouvez écouter 4 podcasts en lien avec cette étude et puis plein d'autres choses évidemment. Merci Sacha, merci Bénédicte, merci Marie d'avoir participé à cette émission. Allez, on va aller agir dès aujourd'hui. Agissons. Merci à vous d'avoir fait le choix de nous suivre aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous.